Je vais commencer par décrire la scène. 4 pies se tiennent autour du corps d'une pie morte. L'une s'approche, touche délicatement le corps avec son bec, puis se recule. La deuxième fait la même chose. Ensuite, l'une s'envole, revient avec une touffe d'herbe, la dépose près du corps, puis repart. La deuxième fait pareil. Puis, les 4 restent immobiles, silencieuses, pendant quelques secondes et s'envolent une par une. Cette observation a été décrite par Mark Bekoff, professeur de biologie évolutive et d'écologie à l'Université du Colorado. Il l'a réalisée dans la nature, l'a notée, puis publiée pas comme une anecdote, mais comme une observation scientifique. Bekoff précise bien qu'il ne sait pas ce que ressentent réellement les oiseaux à ce moment-là. Mais ce qu'ils font, il est difficile de le décrire autrement que comme des funérailles. Quand j'ai lu ça, je suis resté sans voix. Pas parce que l'oiseau est intelligent, mais pour autre chose, le fait qu'un animal remarque la mort et y réagisse non pas par simple instinct, mais par quelque chose qui ressemble à un acte réfléchi. Qu'est-ce qu'une pie ? La pie bavarde, Pica pica, est un oiseau de la famille des corvidés. On y trouve aussi les corbeaux, les corneilles, les choucas, les geais. Cette famille est considérée comme la plus avancée cognitivement parmi tous les oiseaux. Pas l'une des plus intelligentes, la plus intelligente. Sur toute une série de critères usage d'outils, cognition sociale, planification, mémoire, les corvidés sont comparables aux grands singes. La pie vit sur une large partie de l'Eurasie et de l'Amérique du Nord. En France, on la trouve quasiment partout. Dans les champs, en lisière de forêt, dans les parcs urbains, dans les jardins, plumage noir et blanc, avec un reflet métallique caractéristique sur la queue, vert ou bleu-vert selon la lumière. Longueur d'environ 45 cm, dont la moitié est constituée par la queue, poids autour de 200 g. Espérance de vie d'environ 5 ans dans la nature, jusqu'à 20 ans en captivité. Elle n'est pas migratrice, elle reste sur le même territoire, année après année. Ce qui veut dire qu'elle connaît des lieux précis, des voisins précis, des trajets précis, et qu'elle s'en souvient pendant des années. L'intelligence, le point de départ de toute l'histoire. En 2008, la revue PLOS Biology a publié une étude qui a bouleversé plusieurs présupposés fondamentaux sur la nature de la conscience. Une équipe dirigée par Helmut Prior de l'Université de Francfort a soumis des pieds au test classique de reconnaissance de soi, le test du miroir ou test de la marque. Le principe, on dépose une marque colorée sur une partie du corps de l'animal qu'il ne peut pas voir directement, seulement dans un miroir. On lui présente ensuite un miroir. Si l'animal repère la marque dans le reflet et tente de l'enlever sur son propre corps, c'est la preuve qu'il se reconnaît, qu'il comprend que c'est lui-même qu'il voit et non un autre individu. Avant 2008, seuls les grands singes, les dauphins et les éléphants avaient réussi ce test. Aucun oiseau. On pensait que leur cerveau était structuré d'une manière trop différente pour ça. Les pies ont réussi. Prior et son équipe ont placé sur les plumes des marques colorées, rouges ou jaunes, que les oiseaux ne pouvaient voir que dans le miroir. Plusieurs pies ont commencé à essayer activement de retirer la marque de leurs propres plumes, tout en regardant le miroir. Elles n'ont pas attaqué le reflet comme s'il s'agissait d'un inconnu. Elles ne l'ont pas ignoré non plus. Elles l'ont utilisé comme un outil pour examiner leur propre corps. Prior a écrit, en substance, que cette découverte montrait que des capacités cognitives complexes sont apparues indépendamment chez les corvidés et chez les primates, 2 lignées évolutives, séparées depuis environ 300 millions d'années, et que le cortex cérébral des mammifères n'est pas une condition nécessaire à la reconnaissance de soi. C'est un point essentiel. Le cerveau d'un oiseau et celui d'un mammifère sont structurés de manière totalement différente. Les oiseaux n'ont pas de néocortex, cette structure qu'on associe chez nous aux fonctions cognitives supérieures. Leur architecture cérébrale a une origine différente, mais les pies possèdent une structure appelée le nidopallium caudolatéral, une sorte d'équivalent fonctionnel de notre cortex préfrontal, différent dans sa construction, mais comparable dans sa fonction. La nature a inventé l'intelligence 2 fois, par 2 voies différentes. Les funérailles. Voici le contexte qui rend la chose intéressante.
Quand une pie voit un congénère mort, elle pousse un cri fort, très différent de ses vocalisations habituelles. Ce cri attire d'autres pies. Elles arrivent, se rassemblent autour du corps, parfois jusqu'à une dizaine d'oiseaux à la fois, selon certaines observations documentées. Ce qui se passe ensuite dépend des cas. Le plus souvent, les oiseaux restent silencieux ou échangent des sons discrets. Parfois, l'un ou plusieurs d'entre eux s'approchent du corps, le touchent délicatement du bec, puis s'envolent, et certains reviennent avec de l'herbe, des brindilles, des aiguilles de conifères, qu'ils déposent près du corps ou directement sur lui. Puis ils restent encore un peu et se dispersent. La scène dure quelques minutes, parfois plus longtemps. Certains oiseaux restent auprès du corps pendant plusieurs heures. Qu'est-ce que c'est ? C'est ici que commencent les vrais débats scientifiques honnêtes, et c'est tant mieux. La version la plus prudente, privilégiée par la majorité des chercheurs, dit qu'il ne s'agit pas de deuil, mais de collecte d'informations. Un congénère mort signale un danger à cet endroit précis. Un prédateur, un piège, une substance toxique. Quelque chose a tué cet oiseau ici. En se regroupant, les pies évaluent collectivement la situation. Les cris forts préviennent les autres. La pause et l'observation, c'est de la reconnaissance. Les oiseaux qui comprennent que l'endroit est dangereux l'éviteront ensuite. C'est rationnel et bien documenté. Les corneilles, par exemple, mémorisent le visage d'une personne associée à la mort d'un congénère et l'a eu ensuite à chaque rencontre, parfois pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas du chagrin, c'est une mise à jour de leur base de menaces. Mais l'herbe est plus difficile à expliquer par la simple survie. Beckhoff, qui a observé ces funérailles de pieds et les a décrites dans ses travaux, adopte une position plus nuancée. Il n'affirme pas que les pies font le deuil au sens où nous l'entendons, mais il souligne que certains comportements apportés de l'herbe, restés ensemble en silence, ne s'expliquent pas simplement par une évaluation du danger. Apporter un matériau jusqu'au corps et le déposer à côté n'ajoute rien à l'information disponible sur le danger. Sa position, en résumé, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'oiseau, mais fermer les yeux sur ce qu'on observe à l'extérieur, ce n'est pas non plus de la science. Pourquoi cette histoire m'a marqué ? La pie a une excellente mémoire. Elle cache de la nourriture des milliers de cachettes par an, à différents endroits, à différents moments, avec différents types de nourriture, et elle se souvient de ce qu'elle a caché, où et quand. Elle sait à quelle vitesse chaque type de nourriture se dégrade selon les conditions. Si suffisamment de temps s'est écoulé, elle va d'abord vérifier les cachettes contenant des noix plutôt que celles contenant des vers, parce que les vers, eux, ont déjà pourri. Ce n'est pas seulement une bonne mémoire, c'est une mémoire d'un événement passé, avec ses détails précis, quoi, où, quand. Les scientifiques appellent ça la mémoire épisodique. Jusqu'à récemment, on pensait qu'elle n'existait que chez l'humain, puis on a découvert qu'elle existait aussi chez certains oiseaux. Autre chose, la pie sait qu'il observait au moment où elle cachait sa nourriture. Si une autre pie était dans les environs, elle ira ensuite déplacer la cachette ailleurs parce qu'elle sait que l'autre l'a vue et pourrait voler la cachette. Elle se met à la place de l'autre, elle évalue ce que l'autre sait ou ne sait pas. En psychologie, on appelle ça la théorie de l'esprit, la capacité à comprendre qu'un autre individu possède son propre modèle du monde, son propre savoir, sa propre ignorance, ses propres objectifs, longtemps considérés comme une capacité strictement humaine, puis observée chez les grands singes, puis chez les corvidés. C'est ce contexte qui rend les funérailles si intéressantes. Un oiseau capable de comprendre qu'un autre sait quelque chose qu'il ignore lui-même, peut-il comprendre qu'un autre est mort, qu'il n'est plus là, que ce qui arrive à son corps est irréversible ? Honnêtement, on ne sait pas. Mais on ne peut pas non plus affirmer avec certitude que non. Une vie sociale élaborée. Les pies forment des couples durables, parfois pour la vie, même si ce n'est pas une règle absolue et que les partenaires peuvent changer. Ensemble, elles construisent un nid imposant, couvert, avec une entrée distincte. Ensemble, elles défendent leur territoire et élèvent leurs petits. Le nid d'une pie est une véritable construction d'ingénieur. À l'extérieur, des branches liées par de la boue. À l'intérieur, une litière douce de poils, d'herbes, de plumes. Au sommet, un dôme de branches épineuses qui complique l'accès aux prédateurs. La construction prend plusieurs semaines et le couple travaille à deux.
Le territoire est défendu activement, les pies étrangères sont chassées, ainsi que les rapaces. Et sur ce point, les pies sont connues pour leur audace. Elles attaquent des bœufs ou des hiboux bien plus gros qu'elles, plusieurs pies ensemble contre un seul prédateur. Ce comportement s'appelle le mobbing, et il est particulièrement développé chez elles. Des liens sociaux existent aussi hors du couple. En dehors de la saison de reproduction, les pies se regroupent. Les jeunes forment des bandes mobiles qui explorent ensemble le territoire et recherchent de la nourriture. Ces groupes ont une hiérarchie. Les individus les plus expérimentés et dominants ont un accès privilégié aux ressources. Dans ce contexte social, la mort d'un congénère n'est pas simplement la disparition d'un objet du champ de vision, c'est la rupture d'un lien social. Un oiseau qu'on connaissait, qui occupait une place précise dans une hiérarchie précise d'un monde social précis, disparaît. Comment cela est-il vécu? On l'ignore, mais que cela soit vécu d'une manière ou d'une autre, le comportement le confirme. Se reconnaître dans un miroir, on en a déjà parlé, mais il y a un détail qui m'a particulièrement frappé. Lors du test, quand les pies avaient un miroir mais aucune marque, elles examinaient leur reflet activement, longuement, sous différents angles, inclinant la tête, bougeant, observant si le mouvement du reflet correspondait bien à leur propre mouvement. Elles en arrivaient à une conclusion. Ce n'est pas un autre oiseau, c'est moi. Pas une réaction immédiate, un véritable processus, une vérification d'hypothèses, une comparaison de données, un cerveau de la taille d'une noix, une architecture radicalement différente de la nôtre, et le même processus de reconnaissance de soi que nous considérions comme un marqueur d'intelligence supérieure, la nature a, une fois encore, trouvé une solution comparable par un autre chemin. Ce qui fait débat, et c'est sain que ça fasse débat, l'observation de Bekoff 4pi, de l'herbe, le silence reste une observation isolée, aucune expérience contrôlée, aucun résultat reproduit en laboratoire. Des scènes similaires ont été rapportées par d'autres observateurs, y compris des naturalistes amateurs, mais les études systématiques sur ce comportement précis, avec groupe témoin et reproductibilité, manquent encore. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Cela veut dire qu'on ne sait pas encore exactement quoi. Kylie Swift, de l'Université de Washington, qui étudie depuis des années les réactions des corneilles face à la mort de leurs congénères, propose une interprétation prudente. Les corneilles et les pies réagissent de manière complexe à la mort d'un congénère, et ce comportement complexe inclut une évaluation du danger, des signaux sociaux, et peut être quelque chose de plus, mais séparer ce « quelque chose de plus » du reste un vrai défi scientifique. Des études en neuroimagerie ont montré que, chez les corneilles confrontées à un congénère mort, ce sont des zones du cerveau liées à la prise de décision complexe qui s'activent pas les zones de la peur, pas de simples réflexes, des zones qui, chez nous, s'activent quand on réfléchit. L'oiseau regarde son congénère mort et il réfléchit. Il ne panique pas, il ne s'enfuit pas. Il réfléchit à quoi, exactement? La question reste ouverte. Si on prend du recul, la pie cache de la nourriture et se souvient de milliers de cachettes. Elle se reconnaît dans un miroir, elle sait qui l'observait et déplace sa cachette si nécessaire. Elle se rassemble autour d'un congénère mort et lui apporte de l'herbe. Elle chasse les prédateurs en groupe, elle construit des nids d'ingénieurs, elle tisse des liens sociaux durables. Ce n'est pas un oiseau qui se contente de voler et de chercher des objets brillants. La prochaine fois que vous croiserez une pie, sachez qu'elle vous observe déjà, qu'elle évalue, qu'elle mémorise, elle sait peu, être déjà que vous passez par là tous les matins, que vous laissez parfois tomber quelque chose, que vous ne représentez aucune menace. Elle pense à quelque chose, on ne sait simplement pas encore très bien comment lui demander. Quelques détails supplémentaires. Sur le cerveau. J'ai déjà parlé du nidopallium caudolatéral, cette structure du cerveau aviaire qui remplit des fonctions proches de notre cortex préfrontal. Chez les corvidés, cette structure est particulièrement développée par rapport à la taille du cerveau. La densité de neurones dans le cerveau des oiseaux est nettement plus élevée que chez les mammifères, 2 à 3 fois plus de neurones par unité de volume. Concrètement, pour une taille de cerveau réduite, le nombre total de neurones actifs chez une corneille ou une pie
est comparable à celui de certains primates. Une étude de 2016 publiée dans PNAS a montré que, chez certains oiseaux, dont les corvidés, le nombre de neurones dans les zones liées aux fonctions cognitives supérieures est comparable à celui de certains singes pour un cerveau pourtant des dizaines de fois plus petit. La nature a trouvé un moyen de compresser l'intelligence dans un espace bien plus réduit, sur la coopération avec d'autres espèces. La pie collabore parfois avec d'autres animaux, pas au sens d'un accord conscient, mais dans une logique de bénéfice mutuel. Elle suit les grands herbivores et récupère les insectes que ceux-ci dérangent en marchant. Elle se pose sur leur dos pour retirer parasites, tiques et mouches. L'animal est nettoyé, la pie se nourrit. Ce comportement n'est pas unique, beaucoup d'oiseaux le pratiquent, mais les pies le font de façon active et régulière. Sur la mémoire des visages humains. Des études montrent que les pies, comme les corneilles, peuvent garder en mémoire le visage d'une personne précise pendant plusieurs mois. Un biologiste ayant un jour capturé une pie pour la baguer a ensuite remarqué que cette pie et ses voisines le huaient systématiquement à chaque apparition, pendant longtemps. Mais uniquement lui, pas d'autres personnes portant les mêmes vêtements. C'est bien le visage qu'elles ont mémorisé. C'est d'ailleurs un point pratique bien connu des ornithologues. Si l'on dérange régulièrement des pieds pour les baguer, elles se mettent à huer spécifiquement cette personne à chaque visite, tandis que des collègues n'ayant jamais manipulé les oiseaux passent sans déclencher de réaction, sur le deuil ou quelque chose qui y ressemble. Les pies qui perdent leur partenaire se comportent différemment, moins actives, mangeant moins, participant moins aux interactions sociales. C'est ce qu'ont observé des ornithologues ayant suivi des couples spécifiques sur le long terme. Appeler ça du chagrin ou non, c'est une question de mots. Dire que c'est un changement de comportement après la rupture d'un lien social, ça, c'est certain. Et ça nous ramène, une fois encore, aux funérailles, sur la tromperie. C'est documenté presque aussi bien que le comportement face aux congénères morts. Quand une pie cache de la nourriture et sait qu'elle est observée, elle fait de fausses cachettes. Elle fait semblant de cacher à un endroit alors qu'elle cache en réalité ailleurs. Puis, une fois l'observateur distrait, elle dépose rapidement et discrètement la véritable cachette. On appelle ça la tromperie tactique. Pour qu'elle existe, il faut réunir plusieurs capacités à la fois. Comprendre qu'on est observé, comprendre que l'observateur pourrait utiliser cette information contre soi et savoir créer une fausse impression. Les pies ont les trois. Fait intéressant. Ce sont surtout les oiseaux ayant eux-mêmes déjà volé la nourriture d'un autre qui pratiquent ce genre de fausse cachette. Ceux qui n'ont jamais volé y recourent moins souvent. Autrement dit, la pie pense « je connais cette technique, donc les autres aussi peuvent la connaître ». Elle se met à la place de l'autre, c'est, là encore, la théorie de l'esprit. Sur les vocalisations, la pie produit une grande variété de sons. Le crépitement caractéristique, tac tac tac, signal d'alerte, des gloussements doux pour la communication entre partenaires, un chant discret que le mâle adresse à la femelle pendant la nidification, très différent de ses cris publics. Les chercheurs ont documenté des vocalisations différentes selon les situations. Prédateurs repérés, inconnus approchant, rival sur le territoire, demande de nourriture. Sur le jeu. C'est ce qui m'a peut être le plus étonné. Les jeunes pies jouent vraiment, sans objectif lié à la survie. Elles se bagarrent pour s'amuser, font des courses jusqu'à une branche, cachent des objets pour ensuite les retrouver elles-mêmes, taquinent d'autres oiseaux ou d'autres animaux. Une observation documentée, une pie a sauté plusieurs fois de suite sur le dos d'un chien tranquillement allongé, en s'envolant chaque fois avant que celui-ci ne réagisse, puis recommençait. Le chien a fini par se lever et partir. L'observateur a écrit n'avoir trouvé aucune autre explication que la pie s'ennuyait et elle s'amusait. Ce comportement de jeu n'est pas réservé aux jeunes. Les pies adultes jouent parfois aussi. C'est une rareté chez les oiseaux. Sur 10 000 espèces, le comportement de jeu n'est solidement documenté que chez environ 25 d'entre elles. La pie en fait partie. Sur les objets brillants, un mythe à moitié faux. On a longtemps cru que les pies volaient des objets brillants, pièces, bagues, papier d'aluminium, par une sorte d'attirance particulière pour l'éclat.
Cette idée a marqué la culture populaire, jusqu'à l'opéra de Rossini La Pie voleuse. En 2014, une équipe de l'université d'Exeter a testé ça expérimentalement. En plaçant des objets brillants et mats à côté de la nourriture, ils ont constaté que les pies ne se dirigeaient pas plus vers les objets brillants que vers les objets mats. Mieux encore, en présence d'objets inconnus, les oiseaux mangeaient globalement moins, qu'ils brillent ou non. La néophobie, la peur de la nouveauté, s'est révélée plus forte que la supposée attirance pour l'éclat. Le mythe de la pie voleuse était donc bien un mythe. Et la réalité, celle de la pie penseuse, est nettement plus intéressante. Sur la répartition géographique, la pie bavarde est l'une des espèces d'oiseaux les plus répandues au monde, du Portugal au Japon, de la Scandinavie à l'Afrique du Nord. Elle s'est très bien adaptée au milieu urbain, davantage de nourriture, moins de prédateurs. En ville, les pies sont plus audacieuses qu'en zone rurale. Elles connaissent les horaires de passage des camions poubelles, récupèrent les restes près des cafés, repèrent les poubelles mal fermées et exploitent même les routes et les voitures. Certains observateurs ont vu une pie déposer une noix sur la route devant une voiture et attendre qu'elle l'écrase, un comportement habituellement attribué aux corneilles, mais documenté aussi chez les pies. Sur les croyances populaires, la pie est présente dans les cultures de toute son aire de répartition. En France, comme dans le reste de l'Europe, elle a longtemps eu une réputation ambivalente. Oiseau de mauvais augure pour certains, voir une pie seule porte malheur, mais aussi figure de bavardage et d'annonce dans les dictons populaires. En Chine et en Corée, à l'inverse, elle porte bonheur. Dans la mythologie scandinave, elle est associée à la déesse du foyer. Ce n'est pas un hasard. Pendant des millénaires, les humains ont vécu aux côtés des pies, les ont observés et ont eu le sentiment qu'il y avait quelque chose chez cet oiseau qu'il nous remarque, qu'il pense à quelque chose. Il semblerait qu'il n'avait pas tort. Pour conclure, la question posée au départ, pourquoi la pie dépose-t-elle de l'herbe sur le corps d'un congénère, reste ouverte. La réponse honnête, on ne sait pas exactement. Collecte d'informations sur un danger, possible communication, possible autre chose encore, tout reste envisageable. Mais voici ce que je sais avec certitude. Un oiseau au cerveau de la taille d'une noix, dont l'architecture nerveuse n'a rien à voir avec la nôtre, a réussi un test de reconnaissance de soi que 99% des espèces animales échouent. Il cache des milliers de réserves et s'en souvient toutes. Il trompe ses congénères en anticipant leur point de vue. Il joue, il mémorise les visages, il se rassemble autour de ses morts et leur apporte de l'herbe. Tout cela, c'est le même oiseau, celui que vous croisez chaque jour dans votre jardin. Et il vous regarde déjà.